Merci à toutes et à tous. Les trois expérimentations encore très riches, mais qui mettent très largement les pieds dans le plat, finalement, hein, de tout ce qui sont dans la continuité un peu des propos développés ce matin et que je vais poursuivre là maintenant en guise un petit peu de synthèse de ce qui a pu être dit. Ce que je vous propose, c'est une intervention en deux temps. La première, peut-être revenir sur les quelques fondamentaux de la sociologie de la jeunesse. Euh, alors, non pas pour vous les apprendre, parce qu'au final, je vais faire référence à des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez au quotidien, mais plutôt en guise de piqûre de rappel. Et c'est, à mon avis, quelque chose, un point de départ important pour comprendre la suite, et en tout cas la deuxième partie de mon intervention qui, elle, portera donc sur l'approche globale et intégrée des politiques de jeunesse. Alors, je vais commencer le partage d'écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Super. Alors, avant toute chose, lorsqu'il s'agit de jeunesse, ou d'ailleurs de tout individu, de tout collectif dans une société, le sociologue l'appréhende par le prisme d'un concept que vous connaissez bien, qui est celui de la socialisation. La socialisation, pour jargonner un peu, c'est la manière dont on prépare les individus à endosser des rôles sociaux dans la société, différents rôles. C'est, pour le dire encore plus simplement, l'opération que fabrique une société enfin l'opération que réalise une société pour fabriquer les individus dont elle a besoin. La socialisation, la manière dont on prépare les individus donc à jouer un rôle dans la société, vous l'avez compris, diffère selon l'espace, selon le temps. On ne socialise pas la jeunesse en France comme on la socialise au Cameroun ou au Chili, par exemple, même si aujourd'hui, il y a des points de convergence et des invariants dus à la mondialisation et un certain nombre d'outils, de choses. Et j'ai envie de dire qu'il y a des contextes de socialisation aussi qui sont particuliers et spécifiques à chaque territoire, et évidemment, le vôtre est singulier. L'Ariège n'est pas l'Île-de-France, n'est pas la Bretagne, ma région, même si, bien évidemment, on retrouve des similitudes. Alors, tout processus de socialisation est guidé par une valeur cardinale, généralement. Dans la manière dont on prépare les individus, on cherche à les doter d'un équipement spécifique. Et en matière de jeunesse, il y a une valeur cardinale qui s'est imposée au cœur des politiques de jeunesse depuis quelques dizaines d'années maintenant. Un concept que l'on manie en permanence, que l'on retrouve dans toutes les délibérations de politique publique sur la jeunesse, mais également dans tous les documents éducatifs, quels qu'ils soient, tous ceux que vous manipulez au quotidien, que vous écrivez, on retrouve ce concept. Alors, avant de démarrer, peut-être, j'aimerais couper mon écran une minute et j'aimerais juste, dans le fil de la discussion, que vous vous lanciez, que vous me disiez à quel concept je fais référence dans cette finalité due dans le processus de socialisation, juste pour qu'on se comprenne bien. Allez-y. Lancez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je suis sûr que généralement, les gens trouvent assez rapidement. Citoyenneté? Alors, ouais, c'est un prolongement de ce concept-là, mais on va dire que le concept auquel je fais référence est un préalable à la citoyenneté. Écrivez. Hein. Intégration, ouais. Vivre ensemble. Inclusion, oui. Alors tout ça, pouvoir d'agir, oui. Alors tout ça, ça se... Comment dire? Ah, voilà. Michel Co l'a trouvé, Pierre Mounier l'a trouvé, Catherine Michel l'a trouvé, voilà. Très bien, on y est. Émile l'a trouvé, Agnès Fassan l'a trouvé. Voilà, donc vous voyez, c'était assez facile hein, au final parce que c'est un concept que tout le monde manipule. Et c'est important d'y revenir 2 minutes. Alors, je n'arrive pas à faire défiler mon diaporama, c'est bloqué. Quel est le problème? Voilà. Donc, en effet, le concept d'autonomie s'est imposé comme la valeur cardinale du processus de socialisation au niveau de la jeunesse et c'est quelque chose après laquelle on court toutes et tous.
Donc, comme je vous le disais, hein, il n'y a pas une délibération de politique publique, quel que soit l'échelon de collectivité, l'État ou tout ce que vous voulez, qui ne manipule pas ce terme. Il se trouve que j'appartiens au conseil scientifique d'une fédération d'éducation populaire, je ne sais pas si elle est présente aujourd'hui dans nos travaux, qui est l'EFRANCA, donc qui agglomère un certain nombre de chercheurs, de militants de terrain, de penseurs de l'éducation. Et ce concept s'imposait tellement, tellement, tellement qu'en 2014, on a voulu le réinterroger. On a voulu un peu le déconstruire parce qu'on a considéré que c'était un allant de soi qui s'imposait un peu trop facilement, composait un peu trop facilement dans les écrits, dans les documents, mais sans se poser véritablement la question des impacts qu'il produisait, en tout cas dans les processus éducatifs. Donc, ça nous a permis d'y réfléchir. On a produit un ouvrage qui s'appelle Usage et pratique de l'autonomie, décoder pour agir. Donc, c'est en 2014 aux éditions L'Harmattan. On a eu la chance de travailler avec un certain nombre de chercheurs en France. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le concept d'autonomie désigne de prime abord deux choses que l'on attend de tous les individus dans la société, mais dont on va préparer les jeunes. La liberté de choix au nom de la propriété de soi et la capacité à agir de soi-même dans la plupart des situations de vie. Celles et ceux qui le veulent et qui veulent déconstruire encore davantage peuvent aussi prolonger et décliner, par exemple, avec les compétences psychosociales, les 13 compétences psychosociales de l'OMS, par exemple, où vous avez, dans la capacité à agir de soi-même dans la plupart des situations de vie, un certain nombre de compétences requises, comme l'expression, enfin tout ce que vous voulez. Donc, on pourrait, si vous voulez, décliner cette définition en un certain nombre de compétences qui sont aujourd'hui, je pense, si on avait vraiment le temps, si on faisait des groupes de travail, on verrait à quel point les 72 participants dans leur quotidien vont travailler sur une ou plusieurs de ces compétences qui doivent favoriser l'autonomie. Donc, ce qu'il faut savoir en tout cas, et ce qu'il faut bien avoir en mémoire, c'est que l'autonomie consiste en une affirmation de soi et une assertion personnelle qui avait une place limitée dans la vie sociale française jusque dans les années 70. Ça va de pair avec ce que certains expliquent ou décrivent comme une désinstitutionnalisation, une psychologisation, une privatisation de l'existence humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est finalement dans une époque moderne où donc il appartient à chaque individu de faire la promotion de lui-même et quasiment de se vendre dans certains cas comme une entreprise. D'ailleurs, quand on parle d'ubérisation de la société ou d'une société hyper individualisée, on est je dirais, dans un contexte où le concept d'autonomie est poussé à son extrême. L'ubérisation, c'est-à-dire une responsabilisation accrue et extrême sur les épaules de l'individu. Alors, ce que disent les sociologues, et notamment Alain Ehrenberg, qui a écrit de nombreux ouvrages vraiment très, très intéressants, comme La société du malaise, La fatigue d'être soi, etc., c'est que ce concept s'est finalement installé progressivement dans les années 70, mais qui va donc de pair avec l'individualisation de la société et qu'il avait une place limitée dans la vie sociale française, c'est-à-dire que finalement, je vous la fais simple et je vous la fais court parce qu'on n'a pas le temps, mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans cette époque des 30 glorieuses, si vous voulez, de forte croissance, les individus ont aspiré collectivement à davantage de liberté et à s'affranchir des tutelles socialisatrices, ces institutions fortes socialisatrices, beaucoup trop imposantes et beaucoup trop disciplinantes qui vous fléchaient vers des cases d'entrée de jeu. D'ailleurs, il y a un certain nombre de mouvements en Europe, en Occident, à la fin des années 60, comme Mai 68 et son fameux slogan « Il est interdit d'interdire », qui viennent un peu illustrer cette volonté justement de construire son propre parcours et donc de s'affirmer comme individu. Donc, ce qu'expliquent les sociologues, et notamment Alain Ehrenberg, auquel je fais référence, c'est qu'on est passé dans ce modèle de socialisation d'une société de la permission à une société de la capacité. Autrement dit, ce qu'il dit, vous l'avez là, dans un style d'existence organisé par la discipline traditionnelle, ce qu'il explique à travers la discipline traditionnelle, c'est ces institutions socialisatrices hyper fortes et imposantes, l'Église, la famille, l'école, qui jouent un rôle différent d'aujourd'hui,
hein, qui vraiment la famille, hein, qui disciplinait les individus. Il disait la question existentielle qui traversait chacune et chacun d'entre nous, des individus à cette époque-là, c'est que m'est-il permis de faire, hein. Et là, vous renvoie aux fameux travaux de Pierre Bourdieu et de tout un pan de la sociologie qui explique ça bien, la reproduction sociale. On naissait dans un milieu social, on y grandissait et puis on était appelé à y rester. Et aujourd'hui, le basculement, si vous voulez, dans une société individualisée, moderne, ou qui fait la promotion de l'individu, explique qu'en fait, on est passé dans un style d'existence dominé par l'autonomie. La question existentielle, pour ceux qui s'intéressent à la psychanalyse, devient de type dépressif. Que suis-je capable de faire? Puisque, a priori, on est dans une société qui fait la promotion de l'individu. A priori, et c'est aussi comment dire, à croiser avec le mythe républicain de l'ascension sociale, selon lequel, a priori, pour qui s'en donne les moyens, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais tout est possible et tout est permis. Donc, que suis-je capable de faire? Donc, de la permission à la capacité, cette autonomie est donc le nouveau concept clé des sociétés occidentales. Et donc, c'est la valeur cardinale qui s'impose à la fois dans les politiques éducatives et de jeunesse. Vous voyez? Donc, pourquoi je vous en parle? Vous allez dire quel rapport avec la jeunesse? Mais d'abord parce que aujourd'hui, l'immersion, on va dire, éducative consiste d'abord et avant tout à préparer les jeunes à être autonomes. Et ça veut dire quoi, être autonome? Ça veut dire activer des capacités en vue de se positionner dans la société et d'y jouer un rôle social. Donc ça, c'est extrêmement déterminant. Donc l'individu est censé être responsable de son parcours, donc de ses réussites, mais également de ses échecs. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, plus ce concept d'autonomie monte en flèche, et puis on a un corollaire, donc une conséquence, c'est la question de l'estime de soi qui apparaît. C'était d'ailleurs dans les propos du témoignage d'expérience du deuxième intervenant de ce matin, dans la première salle de témoignage d'expérience, cette question de l'estime de soi. Oui, parce qu'on ne peut pas construire son autonomie, sa personnalité, son individualité si on n'a pas d'estime de soi, et c'est la raison pour laquelle dans un certain nombre d'espaces éducatifs, notamment dans les établissements scolaires, mais ailleurs, vous voyez de plus en plus aussi de projets autour de l'estime de soi, ou en tout cas, il faut valoriser les productions des jeunes pour les faire gagner en estime de soi. Donc ça, c'est important. À ce stade, il est important aussi de distinguer deux concepts qui sont liés, hein, ce sont les deux faces d'une même pièce, si vous voulez, la différence est ténue, mais pour rendre un peu intelligibles les choses et faire la part des choses, c'est bien de les distinguer. Ne pas confondre autonomie et indépendance. L'autonomie, c'est vraiment la capacité à agir de soi-même dans la plupart des situations de vie, comme je vous le disais, et l'indépendance, elle est entendue au sens matériel et financier. Pour l'illustrer, j'emploie toujours une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais l'autonomie, c'est, on pourrait dire, le permis de conduire. Donc, à un moment donné, vous avez le permis de conduire, c'est bon. Au terme d'un apprentissage, vous avez passé votre examen, vous êtes apte à conduire un véhicule. L'indépendance, c'est quoi? C'est le véhicule qui va avec. Et quels sont les mots MAUX de la jeunesse contemporaine, ou en tout cas pour une grande partie d'entre elles aujourd'hui? C'est de ne pas pouvoir justement faire le lien entre l'autonomie et l'indépendance. C'est-à-dire on a le permis de conduire, mais on en est frustré parce qu'on n'est pas capable d'avoir justement un véhicule le véhicule qui va avec, et donc on se sent inutile et on sent que son permis de conduire, il ne sert pas à grand-chose si finalement il est au fond de mon portefeuille et que je ne peux pas m'en servir. Donc ça pose aussi donc la question de la place, c'est-à-dire que des jeunes peuvent être complètement autonomes, d'accord, et puis parce que le marché de l'emploi est bouché, parce que le territoire est compliqué, ne pas avoir justement les moyens de s'épanouir dans cette autonomie. Et inversement, on peut être indépendant sur le plan matériel et financier et pas autonome. Alors, il y a dans les 72 participants, si j'ai bien compris, des gens qui sont de l'ASE pour avoir travaillé aussi sur les contrats jeunes majeurs, bon, et des situations où effectivement, en termes comment dirais-je, d'accompagnement, il y a des jeunes qui au sortir d'un certain nombre d'accompagnements éducatifs de l'ASE, tout ça, via le contrat jeune majeur, arrivaient à trouver à se placer professionnellement, à avoir des postes, tout ce que vous voulez. Hein. Donc, c'était indépendant financièrement, matériellement, pas de souci là-dessus. Mais on se rendait compte qu'ils avaient encore besoin d'un accompagnement très poussé
parce qu'ils n'étaient pas autonomes et suffisamment matures pour avancer dans la vie. Donc voilà, donc ça c'est important. Et une fois qu'on a dit ça, vous l'avez compris, donc les sociétés occidentales, les valeurs qui promeuvent aujourd'hui des valeurs libérales, qui consistent finalement à dire que, a priori, tout le monde est égal sur la ligne de départ. D'accord? Donc, tout le monde peut. Mais, on le sait tous, pour l'amateur d'athlétisme que je suis, que quand le coup de feu retentit, eh bien, il y en a qui courent beaucoup plus vite que d'autres, d'autres qui sont à la traîne parce que certains ont peut-être plus de talent, mais surtout ont été beaucoup mieux préparés, ont eu des entraînements plus poussés, ont bénéficié d'un matériel beaucoup plus performant. Donc, du coup, ça pose quoi? Ça pose la question des inégalités sociales. Je passe rapidement là-dessus, en fait. Voilà, je vais revenir là-dessus, mais c'est ce que je vous disais. Hein, ça, c'est le modèle d'autrefois. Ça, c'est Olivier Galland, célèbre sociologue de la jeunesse, d'ailleurs, qui vient de publier une étude récente là, sur les valeurs des jeunes encore. Vous pouvez la retrouver sur France Inter notamment. Très, très intéressant. Donc, autrefois, on était dans un modèle d'identification avec des modèles de reproduction, voilà, des modèles sociaux relativement stables dans le temps. Et aujourd'hui, dans un modèle de socialisation qui promeut l'autonomie, on est plutôt dans un modèle d'expérimentation où rien n'est donné, mais tout est acquis par les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire que l'individu est amené à travailler sur un certain nombre d'expérimentations structurantes qui vont lui permettre de développer son autonomie. Donc, j'en reviens sur ces fameuses questions des inégalités sociales, et vous êtes là-dedans en Ariège, mais comme peuvent l'être aussi un grand nombre de territoires en France. Dans la socialisation, il y a la question de la prééminence du territoire dans la socialisation et la construction des parcours. Pluralité des territoires, pluralité de la jeunesse. Le territoire est un espace d'expérimentation et de formation des individus. Donc, le territoire, c'est le socle éducatif des jeunes. C'est le prolongement de la cellule de socialisation primaire qui est la famille. Et donc, on sait que les territoires jouent, enfin, ils se développent d'abord inégalement et ils jouent un rôle actif dans la formation des inégalités entre jeunes. Les inégalités de territoire représentent des inégalités sociales qui vont avoir un impact après sur les parcours des jeunes. Et dans un certain nombre de territoires, collectivement, des cultures s'installent. Moi, je m'intéresse beaucoup à la jeunesse populaire et aux quartiers urbains défavorisés, ce qu'on appelle les quartiers de la politique de la ville, et on voit finalement que avec le temps, les jeunes ne portent que des projets et des revendications conformes aux conditions objectives de leur réalisation. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Qu'il y a un niveau d'autocensure qui est déterminé par le positionnement social, mais qui est renforcé, si vous voulez, par le territoire. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, à travers les services présents sur le territoire, mais aussi les exemples de réussite en présence, finalement, les jeunes incorporent dès le plus jeune âge leur capacité soit à faire des études supérieures, soit à devenir médecin, etc. etc. Voilà, donc je ne développe pas davantage, mais il y a des cultures qui s'imposent et les risques justement des territoires ruraux, mais comme ceux des quartiers de la politique de la ville, c'est que les jeunes incorporent les possibilités et les impossibilités générées par leur milieu social et aggravées et confirmées par les dynamiques territoriales. Il y a une vision limitée des attentes qui peut se développer, donc produire de l'autocensure. Je donne des exemples très concrets. Les premiers travaux que j'ai faits, et c'est encore valable aujourd'hui, portaient sur les politiques de jeunesse dans 7 grandes collectivités du Grand Ouest. Et donc, on analysait, on observait un certain nombre de dispositifs et les 7 collectivités dont je vous parle avaient toutes des bourses au projet jeunes, formidables, ces fameuses bourses au projet jeunes où, a priori, il était demandé aux jeunes, individuellement ou collectivement, de porter un projet, quel qu'il soit, et il était financé par la collectivité au terme d'un processus quand même relativement codé et décourageant pour une partie de la jeunesse qui était en décrochage scolaire et qui ne pouvait pas le supporter, mais de montage de dossier, de présentation du projet devant un jury, même si tout ça s'était accompagné, enfin bon, bref. Quand on a regardé les chiffres, justement, plus de 90% de ces bourses au projet étaient sollicitées par une jeunesse plutôt moyenne, étudiante. Une jeunesse étudiante, pourquoi? Parce que dans l'univers de socialisation dans lequel cette jeunesse était émergée, eh bien, elle avait été
influencées, construites à partir d'un certain nombre de ressources dont ils disposaient. Donc, certains jeunes, plus facilement, plus spontanément, au terme de leur parcours en construction, étaient capables de penser des projets humanitaires au Cameroun ou des projets sociaux, etc. Voyez? Et donc, tout un pan de la jeunesse était extrêmement éloigné de ces bourses au projet. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose avec mon collègue Christophe Moreau à l'échelle d'une région. On avait fait un gros travail sur la mobilité internationale des jeunes. Donc, on a à la fois sur éducation formelle et éducation non formelle, donc éducation nationale, éducation populaire. Et on a remué, on va dire, tous les chiffres des dispositifs de mobilité internationale, Erasmus, l'OFAGE, enfin, tout ce que vous voulez. Et on s'est aperçu, alors d'abord, il y a un premier renseignement que vous connaissez certainement, pour reprendre les termes d'un acteur sur le terrain et d'un animateur rencontré, la mobilité internationale, finalement, c'est la Rolls-Royce de l'animation, la Rolls-Royce de l'éducation populaire, dans le sens où en un projet de 5 ou 6 mois entre ce qui se passe, voire un peu plus encore, entre ce qui se passe en amont de la mobilité internationale, pendant la mobilité internationale et en aval après la mobilité internationale, les jeunes développent en un temps record des compétences incroyables, quoi. Voilà, un animateur me disait même sur la mobilité internationale, en 8 mois de projet, je développe chez des jeunes ce que je développerai en 5 ans. Vous voyez? Mais par contre, quand on regarde les dispositifs, on s'aperçoit que les jeunes, finalement, qui en auraient le plus besoin de la mobilité internationale pour se construire sont les jeunes qui sollicitent le moins ces dispositifs. Donc, ils sont marqués socialement, ces dispositifs. Vous voyez, donc Erasmus+, enfin, tout ça, ça reste encore des dispositifs statistiquement parlant d'une jeunesse plutôt moyenne, étudiante, en réussite ou en parcours, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est important. On pourrait encore reporter l'analyse sur d'autres dispositifs, je pense au service civique, même si le service civique a vraiment eu, à travers un volontarisme fort de l'État, mais également des acteurs sur le terrain, de l'ouvrir davantage. Mais le service civique, jusqu'à encore récemment, était faiblement mobilisé par la jeunesse populaire ou une jeunesse en échec. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Ça veut dire que finalement, les dispositifs ne sont pas sollicités par les jeunes naturellement. D'accord? Pour reprendre les termes d'un fameux philosophe, Johnny Hallyday, hein, en l'occurrence, l'envie d'avoir envie. Vous voyez, l'envie d'avoir envie, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas un matin en se disant je vais aller creuser un puits au Cameroun ou au Gabon, où vous voulez, dans le cadre d'un projet humanitaire. Donc tout ça, ce travail et tout cela est le produit d'un accompagnement, d'un éveil éducatif, d'une conscientisation et en tout cas une ouverture du champ des possibles. Donc il y a d'abord une question politique d'une intervention correctrice des inégalités sociales, c'est comment on offre les mêmes horizons d'expérience positive et formatrice pour tous les jeunes. Et là, justement, j'en reviens à la question du diagnostic. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses, et donc des jeunesses donc, aux besoins pluriels et donc qui nécessitent des accompagnements singuliers. Voilà. Donc ça, c'était un petit schéma aussi en termes pour refléter un peu les inégalités sociales. C'est un document de la Fondation Terra Nova qui avait produit un rapport avec la CNAF il y a quelques années de ça, qui est récent, hein, qui n'est pas très daté, hein, mais intitulé La lutte contre les inégalités sociales commence dans les crèches, où donc il démontrait, vous voyez, hein, l'enfant en vert issu d'un milieu favorisé à 3 ans parle déjà 1000 mots, déjà 1000 mots dans son vocabulaire, une forte confiance en soi, et un enfant issu d'un milieu défavorisé, c'est 500 mots et une faible confiance en soi. Vous voyez, donc ça, c'est important. Et donc, si j'en viens à la jeunesse ariégeoise, donc du coup, alors j'ai analysé un petit peu les documents qui m'ont été transmis pour préparer un peu l'intervention. Donc déjà, il y a un indicateur qui, je ne sais pas s'il faut, enfin, si c'est un indicateur alarmant ou si, en tout cas, qui doit alerter, c'est qu'effectivement, la population globale, quand on voit les 15 ans et plus depuis 68, ne cesse d'augmenter, mais les 15-24 ans, elle, de son côté, diminue. Alors, cette tranche d'âge des 15-24 ans est intéressante parce que 16 ans correspond d'une part à la fin de la scolarité obligatoire et si tout se passe bien pour le jeune,
c'est le basculement au lycée, et donc après, c'est le bac, les études supérieures. Donc, c'est un indicateur, on va dire, de l'attractivité du territoire pour les jeunes, ou tout simplement de la capacité à y rester pour développer tout simplement son parcours et aspirer à y rester. Donc, là, en tout cas, vous voyez, hein, on passe de 17 908 jeunes en 68 à 14 080. Alors non plus, on n'est pas non plus dans une chute vertigineuse. Ce qu'on peut aussi retenir de la photographie de la jeunesse, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que en fait, les jeunes ariégeois déclarent vivre en couple dans une plus grande proportion que leurs homologues occitans ou habitant ailleurs sur le territoire national. Ça veut dire quoi? En gros, s'ils vivent en couple, c'est-à-dire que finalement, on peut s'autoriser à penser qu'ils s'installent déjà dans une sorte, une forme de famille où finalement va prévaloir pour ces jeunes-là la question de l'insertion. On a un solde des flux migratoires négatifs entre 18 et 20 ans, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il redevient positif dès 21 ans. On a une orientation scolaire plus tournée vers les filières professionnelles et plus présente sur le territoire. Donc tout ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des docs INSEE, des observatoires qui sont les vôtres. Hein. On a seulement 4,5% des bacheliers qui poursuivent leurs études en Ariège. Les jeunes vivant en milieu rural entrent plutôt sur le marché du travail que les jeunes urbains. Voilà, et c'est le cas aussi en Ariège. Donc, on voit bien hein, là, les configurations territoriales, les dynamiques qu'elles produisent en termes de parcours et d'insertion. La proportion de jeunes diplômés d'études supérieures parmi les 20-24 ans est beaucoup plus faible qu'ailleurs. Donc, ça pose la question justement des débouchés professionnels pour ces jeunes-là. Et on l'a dit, et ça a été encore redit ce matin, et c'est dit dans les études qui ont été menées par votre plateforme et par d'autres, que pourtant les jeunes sont très, très attachés à l'Ariège. Ils ont vraiment une forte dimension identitaire en Ariège. Et donc, on peut s'autoriser à penser que c'est un départ du territoire par défaut. Les NEET, ce fameux acronyme anglais hein, qui veut dire en gros ni en études, ni en formation, ni en emploi, représente 26,8%, le taux représente 26,8% en Ariège contre 20,4% en national, donc c'est 6 points de plus. Le taux de chômage des 15-24 ans, c'est à peu près 27,5% contre 20% en national. On a un taux de pauvreté plus élevé. Par contre, on a une mission locale qui apparaît relativement performante puisqu'elle accompagne un nombre significatif de jeunes hein, au regard de la population 16-25 ans du territoire. Voilà. Et je termine par une projection INSEE aussi hein, que vous devriez garder en ligne de mire, c'est que l'âge moyen de la population reculera de 5 ans en 2050. Ça veut dire quoi? Qu'on va assister en Ariège à un vieillissement encore plus important de la population. Sur les enjeux de la jeunesse, je vais aller très vite parce que ça a été redit et rappelé ce matin. Alors moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que la préoccupation première des jeunes, à travers l'étude, la photographie qui a été menée, c'est la famille comme espace sécurisant et point de repère. C'est la préoccupation première. Hein, ça n'est pas forcément l'emploi, ça n'est pas forcément les sociabilités, mais la famille, vraiment, c'est le point de repère des jeunes. Pour les jeunes ariégeois, en tout cas, qui ont été interrogés, ce n'est pas important de rester sur le territoire. Si on doit aller vivre ailleurs pour s'y épanouir, trouver du travail, tout ça, ben on partira. Mais par contre, il y a une identité ariégeoise qui est vraiment forte avec un potentiel de retour fort des jeunes, mais sous 3 conditions. Ça, pareil, hein, c'est l'étude qui le démontre. L'emploi, le logement et les commerces. Les commerces, évidemment, ça va de pair avec la volonté des jeunes de profiter de la vie, tout simplement, et de pouvoir, à l'ère de la société de consommation, pouvoir disposer des produits un peu comme ailleurs et comme dans les sphères urbaines. Des jeunes qui préfèrent des emplois plus courts que des CDI, alors ça, on pourrait développer, hein, mais ce n'est pas une particularité ariégeoise. Pas du tout, on le retrouve ailleurs. Je pourrais vous faire part d'études qui ont été menées en Bretagne où on a des territoires qui ont des problèmes de riches parce qu'ils ont des CDI à proposer, notamment dans l'industrie agroalimentaire, mais les jeunes les refusent. Pourquoi? Parce que le CDD, pour un grand nombre de jeunes, et je l'avais aussi observé du côté de Montbéliard avec les usines de Peugeot,
où les jeunes ne veulent pas s'enfermer dans un CDI. Pour eux, le CDD, ça reste la liberté, ça reste un espace d'expérimentation où je garde la maîtrise et le contrôle de mon parcours, où je peux découvrir et je ne suis pas enfermé, je peux passer à autre chose quand je veux. Donc, cette volonté de maîtrise de son parcours, maîtrise de soi et de ne pas être enfermé. On a aussi dans l'étude des jeunes femmes plus pessimistes. Donc, ça montre que la jeunesse est plurielle, mais que aussi dans la catégorie jeunesse, ben, elle est genrée. Il y a les hommes, il y a les femmes qui n'ont pas forcément les mêmes parcours. Et donc, là, en tout cas, en Ariège, ce qui ressort, c'est que les jeunes femmes sont beaucoup plus pessimistes. On a aussi une large majorité des jeunes en recherche d'emploi en Ariège qui n'est pas adhérente d'une association sportive ou culturelle. Donc, comme si le statut social ou la situation sociale imposait plutôt de s'inscrire dans une recherche d'emploi et donc de ne pas vouloir perdre son temps dans un club ou autre chose. Et puis, ce qui ressort aussi beaucoup chez vous, mais comme dans tous les territoires ruraux, on va dire, ou les départements un peu de même strate, hein, c'est vraiment des invariants, c'est l'enjeu de la mobilité et du logement. Pardon. Alors aussi, hein, je vais aller très vite, c'est ma collègue et amie sociologue Patricia Loncle qui a un peu théorisé les trajectoires d'entrée dans l'âge adulte. Donc autrefois, peut-être parmi les participants, certains ont connu cette période où la jeunesse entrer dans l'âge adulte de façon linéaire, avec un passage homogène et statutaire, c'est-à-dire qu'autrefois, il y avait un certain nombre de rites de passage vers l'âge adulte que les jeunes traversaient les uns après les autres, pour être le bac, le service militaire, le premier emploi, la mise en couple, l'arrivée du premier enfant, enfin c'était très synchronisé et très linéaire. Et comme ça, on entrait en l'âge adulte. Et puis ensuite, il y a eu une période, années 80, 90 notamment, où avec la démocratisation des études supérieures, l'accès de plus de 80% d'une classe d'âge au bac, on a assisté, on va dire, à un accès plus fort des jeunes aux études supérieures, mais aussi, ça va de pair avec une crise économique ou des crises économiques permanentes qui raréfient l'emploi pour les jeunes et la difficulté à trouver sa place sur le marché de l'emploi. Donc, tout ça a fait que le passage à l'âge adulte, progressivement, s'est allongé. Et donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, on est passé à toute autre chose, finalement, où la question de l'adultéité même est difficilement définissable. C'est-à-dire, c'est quoi un adulte aujourd'hui? Autrefois, c'était simple. Hein, les sociologues disaient un adulte, au-delà on va dire au-delà des critères juridiques d'être majeur et vacciné, hein, tout ça, on est d'accord, mais sociologiquement, on disait, bon, c'est quelqu'un qui est indépendant matériellement, financièrement, qui est en couple et qui a fondé une famille. Je vous la fais simple et caricaturale. Aujourd'hui, si on ne remplit pas ces critères, est-ce que pour autant on n'est pas adulte? C'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce qu'explique Patricia Longue, c'est qu'on est passé dans des transitions yo-yo. Donc, tout le monde a joué au yo-yo au moins une fois dans sa vie. Hein. Ça monte, ça descend, c'est-à-dire que finalement, on passe entre des statuts d'adulte et de jeunesse permanente. Et donc, ça a dégagé cette fameuse catégorie de la jeunesse qu'on appelle les jeunes adultes, jeunes et adultes en même temps. Et c'est des va-et-vient entre une vie dans un logement autonome, indépendant, un retour chez les parents, un départ le temps des études, on revient, les relations amoureuses, ça va, ça vient. Enfin voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans un passage linéaire de la jeunesse vers l'âge adulte. Et pour clore ma première partie d'intervention, je voulais aussi revenir sur notre sociologue, Cécile Van de Velde, qui a analysé les modèles de socialisation, les modes d'entrée dans l'âge adulte dans 4 pays européens. Je la fais très vite, mais vous retrouverez ces textes très, très facilement sur Internet. Il suffit de googliser ça. Elle a travaillé au Danemark, en Grande-Bretagne, en Espagne, et puis en France, bien évidemment. Et elle a repéré 4 modèles d'entrée dans l'âge adulte, accompagnés et structurés par les politiques publiques. Ça, c'est très important. Et donc, au Danemark, on est sur la logique du développement personnel qui consiste d'abord à se trouver. Voilà. Chez les Britanniques, on est sur l'émancipation individuelle qui consiste à s'assumer. Donc là-dedans, bien évidemment, je n'ai pas le temps de développer, mais
ça se concrétise par tout un tas d'accompagnements, de dispositions en termes de politique publique qui vont avec ça, hein. Chez les Britanniques, c'est les prêts étudiants, c'est l'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses. Les Espagnols, je reviens sur les Français après, on est dans un pays du bassin méditerranéen, même si ça a peut-être évolué ces dernières années depuis qu'elle a fait cette étude-là à la fin des années 2000, début des années 2010, mais on était sur l'appartenance familiale où l'objectif c'est d'abord s'installer et donc fonder une famille. Et puis les jeunes Français, on est sur la logique de l'intégration scolaire qui consiste à se placer et donc là, finalement, elle consolide et elle renforce un grand nombre d'études qui sont menées par ailleurs et qui montrent en France, plus qu'ailleurs dans le monde, le diplôme conquis au sortir de sa scolarité vous marque au fer rouge et donc conditionne quasi ad vitam aeternam sa place dans la société et qu'après, c'est difficile de s'en défaire et donc que la formation tout au long de la vie, la formation d'adultes, tout ça, ça reste encore compliqué, mais en France, il y a une pression scolaire qui est quand même extrêmement forte et qui pèse individuellement sur les individus. Et pareil, on pourrait faire une analyse critique de l'institution scolaire, vous renvoyez à toutes les études de l'OCDE, les enquêtes PISA, et là, pour le coup, toute la classe politique française de l'extrême gauche à l'extrême droite partage ce constat assez unanimement, mais avec une incapacité chronique à le résoudre, c'est que le système scolaire français est le plus inégalitaire des pays de l'OCDE. C'est-à-dire que finalement, les enfants de milieux modestes sont préparés soit à l'échec ou soit à des diplômes peu valorisés socialement et économiquement. Et puis, les enfants de milieux favorisés, eux vont aller vers les titres scolaires les plus valorisés, les plus valorisants. Et puis après, évidemment, tout ça va conditionner l'entrée sur le marché de l'emploi. Et donc, on va retomber sur une reproduction sociale qui n'est plus une reproduction sociale à l'ancienne, mais une reproduction sociale rationalisée par les institutions républicaines et notamment l'institution scolaire. Donc ça, c'est extrêmement important parce que du coup, ça pose la question dans les politiques publiques de jeunesse et on oublie beaucoup trop de la place de l'école. Vous savez, quand on mène une politique de jeunesse territoriale, souvent, parce que c'est difficile, parce que ceci, parce que cela, on a tendance à ne pas installer ou ne pas mettre dans le bain les collèges, les lycées, voire l'enseignement supérieur, mais on se rend compte à quel point c'est extrêmement important et déterminant. Les enjeux des politiques de jeunesse. Alors, toujours ce problème de… Voilà. Alors, je vous le disais, hein, bon, je ne vais pas vous redire ce que j'ai dit en synthèse ce matin, hein, mais il y a un préalable nécessaire à toute politique de jeunesse, mais qu'on oublie trop souvent. Ça paraît quand même assez évident, mais je vous assure que ça n'est pas tant que ça, hein, au regard des expériences parfois que je peux observer. C'est la question du sens politique, finalement, de l'ambition que l'on souhaite tout simplement porter en direction de la jeunesse. C'est que trop souvent, effectivement, la technicité des dispositifs prend le dessus et on se retrouve à mettre en place des processus un peu descendants où on fonctionne au gré des opportunités, d'actions, de dispositifs, etc. Mais ce qui importe d'abord et en premier lieu, c'est la question du sens politique d'une politique de jeunesse, car comme son nom l'indique, c'est bien une politique publique, une politique. Donc ça interpelle tout simplement la question de la stratégie, l'ambition, les orientations. Et pour ne pas se tromper, hein, je vais redire ce que j'ai redit ce matin, mais c'est partir du diagnostic le plus fin et le plus juste de la jeunesse dans sa pluralité pour essayer finalement de construire une politique publique qui soit la plus pertinente au regard de ses besoins et de ses enjeux, mais aussi à croiser avec des valeurs. Parce qu'une politique publique, c'est aussi comment dire, régenté par un certain nombre de valeurs qu'il faut porter et affirmer. Et donc ça, très souvent, on a l'impression que c'est un petit peu délaissé et des fois, j'ai l'impression que d'un territoire à l'autre, ça pourrait être un copier-coller. On est dans des formes d'allant de soi, de verbiage, de jargon un peu politique, éducatif, mais bon, on voit pas trop le supplément d'âme finalement
d'une politique de jeunesse. Et tous les acteurs sur le terrain vous le diront d'ailleurs, le portage politique est vraiment essentiel parce que ça démarre de là. Quand le portage politique il est affirmé, il est fort et que l'ambition est là, d'ailleurs, derrière, ça crée eh bien, un effet d'entraînement extrêmement important. Donc, les politiques de jeunesse sont portées par des référentiels. Alors, Jean-Claude Richesse, qui est l'ancien directeur de la mission Observation et Évaluation de l'INJEP, avec qui j'ai beaucoup travaillé, il a la retraite aujourd'hui, mais il continue d'intervenir un peu ici ou là. Au début des années, enfin là, dans les années 2000, au début des années 2010, il repérait 6 référentiels d'action publique pour orienter la jeunesse. Alors, à l'échelle nationale, mais ça peut se décliner à l'échelle locale. Le premier, c'est un référentiel familialiste qui consiste à prendre en compte la jeunesse par le biais de la famille. Ça a été longtemps le cas des actions, des dispositifs de la CAF, hein, finalement, où ça consiste à dire tout simplement qu'en dehors de la famille, point de salut pour le jeune. Et donc, c'est la famille qu'on va muscler parce que c'est la famille qui est porteuse du capital social, du capital culturel, du capital économique et qui va offrir les ressources aux jeunes pour se former. Donc là-dedans, vous y mettez aussi également les projets de parentalité, etc., etc. Donc, il y a des politiques de jeunesse qui peuvent être très familialistes où vraiment le jeune s'efface au profit de la famille qui est son espace en fait de ressources, socialisation primaire. Et donc, c'est la famille qu'on prend. Un deuxième référentiel qui est scolaro-éducatif, qui consiste à dire, là encore, en dehors de l'institution scolaire, point de salut pour le jeune, et que puisque c'est le titre scolaire et l'école qui sont déterminants, bah, on va travailler à fond sur l'école. Donc, ça peut aussi se décliner à l'échelle des territoires, où là encore, dans un grand nombre de collectivités, souvent le cas des petites municipalités, on confond politique de jeunesse et politique éducative, et donc souvent on met le paquet sur l'institution scolaire et dans ses prolongements aussi, les temps péri, para, extrascolaires. Troisième référentiel qui est le contrôle social, qui consiste à dire que la jeunesse peut être dangereuse à un moment donné. C'est le cas notamment des grandes agglomérations urbaines, des grandes sphères urbaines, où on voit qu'effectivement, il y a des phénomènes de délinquance, de trafic de drogue. Et donc, ce qui va préoccuper les élus en premier lieu, c'est la question du contrôle social. Et donc, là-dedans, vous y mettez, il ne faut pas trop le dire comme ça, parce que c'est évidemment, ça fait un peu caricatural et raccourci, mais c'est de dire qu'on va mettre en œuvre des politiques de prévention de la délinquance, de tranquillité publique, etc., etc., parce que la jeunesse, si on y prend garde, peut devenir dangereuse. D'ailleurs, c'est dans ce référentiel-là, vous trouvez, celles et ceux qui ont connu le dispositif Ville Vacances, hein, qui a été lancé en 1981 ou 82 à la suite des premiers rodéos urbains dans l'agglomération lyonnaise, à Vaux-en-Velin, les premières émeutes. Donc, on considérait qu'une jeunesse oisive, déstructurée, c'est une jeunesse qui peut s'agiter et rentrer dans des phénomènes de délinquance, donc besoin de la contrôler. Insertion sociale et professionnelle, c'est dire que face aux crises économiques, il y a un besoin important donc d'accompagner les jeunes vers l'emploi, mais également, tous les conseillers de mission locale vous le diront, l'insertion sociale précède toujours l'insertion professionnelle, et donc on va muscler à fond tous les dispositifs d'insertion. Développement local, celui-ci devrait beaucoup plus vous intéresser. Développement local, c'est un référentiel plutôt mis en avant par des territoires qui perdent de leur jeunesse. Et vous savez, hein, des territoires vieillissants, c'est des territoires à terme appelés à mourir. Et donc, dans une Europe vieillissante, dans une France vieillissante, la jeunesse, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est l'or noir des territoires. Un territoire dynamique, c'est un territoire qui retient sa jeunesse. Donc, un référentiel de développement local, c'est un référentiel donc, où les politiques publiques vont structurer des services, des dispositifs à même de retenir les jeunes au maximum et même de faire en sorte que des jeunes couples s'installent, des jeunes familles s'installent. Donc là-dedans, il y a effectivement la mobilité, l'emploi, le logement, l'accompagnement au projet, enfin pas mal de choses qui doivent permettre de rendre le territoire attractif pour les jeunes. Et puis alors, un sixième référentiel que moi, je n'appellerais pas comme ça, c'est comme ça que Jean-Claude Richesse l'a appelé, donc je le laisse comme ça, mais autonomie, qui consiste à dire que la jeunesse, finalement, elle peut être créative quand on l'accompagne. Et donc,
On va travailler à fond la participation des jeunes, la citoyenneté et donc la rendre actrice de son territoire. Alors depuis, il y a au moins un autre référentiel qui a émergé. Alors si le temps ne passait pas aussi vite, je vous aurais demandé de l'écrire, hein, parce qu'on peut en ajouter plein d'autres, hein, mais il y en a au moins un qui s'impose et qui va s'imposer encore plus avec la crise sanitaire, c'est celui de la santé, vous l'avez compris. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement et traditionnellement en France, les référentiels familialistes et scolaro-éducatifs sont les deux référentiels dominants des politiques de jeunesse, quoi qu'on en dise, même si depuis une dizaine d'années maintenant, ça a même commencé sous Sarkozy avec le livre vert de Martin Hirsch, mais on essaye justement de détourner et de proposer autre chose ou des alternatives qui permettraient d'émanciper les politiques de jeunesse de ces deux référentiels. Donc voilà, il y a eu le plan jeunesse après sous Hollande. Enfin, il y a pas mal de plans depuis, quoi. Mais en tout cas, en France, l'action jeunesse, elle est marquée par une difficulté structurelle, c'est celle d'instituer la jeunesse comme une cible et sujet de plein droit d'une action publique dédiée. C'est toujours très compliqué. Et on observe aussi que les politiques à l'échelle locale sont, comme je vous le disais, insuffisamment définies et validées dans les conseils dans les conseils de collectivité, avec souvent des manques d'objectifs stratégiques. Voilà. Et donc finalement, la jeunesse, on en parle beaucoup, mais dès lors qu'il s'agit d'affirmer une ambition, c'est toujours plus compliqué, ou en tout cas, effectivement, ce matin, un certain nombre d'acteurs parlaient de la nécessité de sensibiliser les élus et puis tout simplement de les amener à porter une ambition à même de développer des politiques de jeunesse. Et donc ça, c'est important. Alors, sur les enjeux de politique publique, vous l'avez dit ce matin, hein, les politiques de jeunesse se caractérisent par l'omniprésence d'actions contractuelles et partenariales, donc qui mêlent une multitude d'objectifs poursuivis. D'ailleurs, vous en êtes, vous, 72 participants à la journée, un peu l'illustration, l'incarnation. Vous êtes issus de tellement de champs thématiques, d'institutions, etc. Mais donc, du coup, vouloir impulser des politiques globales intégrées de jeunesse, c'est d'abord et avant tout, vous l'avez dit ce matin, vouloir donner du sens et de la cohérence à l'action publique. C'est défragmenter et rendre lisible, instaurer des partenariats pérennes et animés par une gouvernance multiniveau qui associe différents acteurs et les jeunes. Donc, penser une politique, alors je vais développer un peu tout ça, hein, mais là, c'est un peu une diapo un peu introductive. Hein. Penser une politique de jeunesse intégrée et transversale, c'est bien versus des actions ciblées sur les secteurs d'intervention traditionnels de l'animation jeunesse. Souvent encore, mais ça, je trouve qu'il y a une progression très importante dans les territoires français depuis une dizaine d'années maintenant, mais pendant longtemps, les politiques de jeunesse étaient limitées, on va dire, aux politiques éducatives ou de loisirs éducatifs encadrés, à l'animation loisirs. Et on a pris conscience, c'est monté crescendo ces 10-20 dernières années à des rythmes différents selon les territoires, mais qu'une politique de jeunesse devait être émancipée de ça et donc bien cibler des secteurs comme la mobilité, l'emploi et tellement d'autres champs thématiques. Et donc, c'est ça une vraie politique de jeunesse. Voilà. Et donc, une politique qui doit s'adresser à l'ensemble des jeunesses. Donc, enjeu numéro 2, tendre vers plus de pertinence et de cohérence dans l'accompagnement et la prise en charge des publics versus juxtaposition d'actions portées par chaque opérateur sans vision d'ensemble des enjeux de territoire. Et une politique de jeunesse, c'est une politique qui pense le périmètre et l'articulation de la compétence jeunesse avec les politiques et dispositifs de la CAF, départements, régions et États. Les politiques publiques sont toujours, politiques de jeunesse sont toujours, vous l'aurez remarqué, en tension dans le ciblage entre ce qu'on appelle universalité et ciblage. Dès lors qu'il s'agit de la jeunesse, on a des approches qui peuvent être des approches universalistes, on l'a vu ce matin, et des approches plus ciblées. L'approche universaliste, c'est de considérer la jeunesse, finalement, de manière assez pas monolithique, parce que ça n'empêche pas de penser ses nuances, de sa pluralité sociologique, mais en tout cas se dire que quand on va produire une offre, elle va s'adresser indistinctement à tous les jeunes. Donc là, on est dans une approche universaliste. Quand on lance, je ne sais pas moi, un projet ou un dispositif culturel, eh bien, il s'adresse à tous les jeunes.
Donc voilà, donc il y a des parts de politique de jeunesse qui sont universalistes, c'est-à-dire indistinctement dirigées vers tous les jeunes sans distinction. Et puis, on a d'autres logiques qui sont plus sur des politiques ciblées où on assume qu'il y a des inégalités sociales à l'intérieur de la jeunesse, qu'il y a des inégalités territoriales, qu'il y a des inégalités de genre, etc., qu'il y a des jeunes qui ont moins d'opportunités. Et donc, là, on va être dans le ciblage et on va assumer le ciblage d'une jeunesse ou d'une catégorie de la jeunesse en particulier. Donc, on a toujours, en tout cas dans les constats, cet enjeu de définition et de ciblage de l'action jeunesse qui tantôt vont tendre vers des logiques universalistes ou tantôt vers des logiques ciblées. Et dans les politiques publiques de la jeunesse, ça, c'est une grille de lecture hein, dans le deuxième point de la diapo de François Stéta, un grand historien de la jeunesse, qui nous a quittés il y a quelques années et que j'ai eu la chance de côtoyer à mes débuts, finalement, qui avait produit un peu une grille typologique, mais qui est encore d'actualité aujourd'hui. Dans l'esprit des élus ou des acteurs de la jeunesse, il y a souvent trois catégories de jeunes. Alors ce sont des idéotypes, hein. Ça ne veut pas dire qu'elles existent comme telles dans la réalité, mais en tout cas, elles façonnent l'imaginaire politique. Il y a la jeunesse ressource, c'est la jeunesse en réussite, la jeunesse étudiante, cette jeunesse un peu vitrine qu'on aime mettre en avant dans les articles de presse parce qu'elle est créative, elle est à l'avant-garde du changement social, elle manifeste pour le climat, donc elle est politisée, tout ce que vous voulez. Deuxième catégorie de la jeunesse qu'on nomme la jeunesse à protéger, c'est une jeunesse vulnérable, où là-dedans, vous mettez les jeunes en décrochage scolaire, les jeunes en déficit d'insertion, et donc une jeunesse qui va être ciblée par les politiques d'insertion, notamment l'accompagnement social, etc. C'est une jeunesse que l'on se doit d'accompagner vers l'insertion et à prendre place dans la société. Et puis, on a aussi dans l'imaginaire collectif, l'imaginaire politique, une troisième catégorie de jeunesse qui est la jeunesse menace. Donc là, c'est la jeunesse tout simplement déviante et délinquante, celle qui s'agite sur l'espace public. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est une réalité en Ariège, j'en sais rien, mais souvent, dans les grands territoires urbains, on constate que les élus commencent à se sensibiliser ou en tout cas à bouger sur les questions de jeunesse quand ça commence à s'agiter sur l'espace public, quand il y a des phénomènes de délinquance, voilà, tout ça. Donc, on a ces trois catégories de la jeunesse qui rythment un petit peu l'imaginaire collectif et donc qui appellent eh bien, à des florilèges de dispositifs un peu particuliers. Donc ça, c'est important. Alors après, vous avez dans la littérature sociologique tout un tas d'autres grilles typologiques hein, de la jeunesse. Moi-même, je m'y suis risqué à quelques-unes. Enfin voilà, et ce qui serait intéressant en Ariège, dans un travail plus approfondi, c'est que vous puissiez aussi comment dire, travailler sur une grille un peu typologique. Alors les gens, souvent les acteurs n'aiment pas ça, on dirait catégoriser, cataloguer la jeunesse. Non, c'est pas pour catégoriser, cataloguer, c'est simplement pour essayer d'ailleurs tout simplement de mieux comprendre, de mieux connaître qui sont les jeunes parce que chaque catégorie de jeunes appelle justement à des besoins, des attentes particuliers qu'il faut prendre en charge. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, il y a la question donc, des référentiels politiques, hein, j'y reviens, donc, qui sont construits sur une vision de la jeunesse. Et vous avez trois entrées pour les jeunes. Ça, ce sont des dispositifs ou des référentiels souvent descendants, où il s'agit de stabiliser des situations de fragilité. Avec les jeunes, donc avec l'objectif d'accéder pleinement au territoire, où là, on est sur travail d'autonomie, chacun puisse trouver sa place, ou par les jeunes, là on est sur une approche réellement ascendante, une jeunesse innovante. Alors, il y a écrit Ardèche, je n'ai pas pu changer, mais en fait, c'est un travail qui avait été fait avec le département de l'Ardèche, justement. Et donc, voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais donc déjà dans les référentiels, dans la manière dont on construit les choses, il y a toujours trois types de méthodes, trois entrées pour les jeunes, avec les jeunes, par les jeunes. Et donc, ce qui aboutit justement à des modalités d'intervention différentes. Intervenir quand on est pour les jeunes, donc on est descendant. Avec les jeunes, on accompagne et par les jeunes, on est sur une jeunesse émancipée qu'il faut soutenir et dont il faut promouvoir la créativité.
L'approche globale et transversale des politiques de jeunesse, approche globale et intégrée des politiques de jeunesse, consiste à considérer tout simplement que la jeunesse, comme je vous le disais ce matin, d'un point de vue politique, je ne parle pas là d'un point de vue sociologique, mais la jeunesse, c'est un public qui, en soi, politiquement parlant, n'existe que par les préoccupations qui sont les siennes. Et donc, ces préoccupations-là, elles intéressent toutes les dimensions de l'action publique, les loisirs, la mobilité, les transports, la formation, etc. Et donc, le caractère intégré et transversal renvoie aux évolutions de l'action publique, et donc un sociologue, Patrice Durand, sur les politiques publiques, en fait, explique en fait la définition d'une approche intégrée d'une politique publique, quelle qu'elle soit. Là, ce n'est pas une définition sur la jeunesse, mais c'est sur toutes les politiques publiques intégrées. C'est donc les politiques publiques dépendent de plus en plus d'approches intégrées liées à la constitution de partenariats entre des acteurs multiples chargés de gérer des problèmes publics dont personne n'est totalement propriétaire, mais dont tout le monde est plus ou moins locataire ou copropriétaire. La qualité et l'équilibre d'un territoire dépendent de la mise en cohérence des actions entreprises et des réalisations produites. Tout simplement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en ce qui nous concerne, que la jeunesse, finalement, articule des préoccupations, des besoins, des attentes qui intéressent vraiment toutes les dimensions de l'action publique. Et donc, ça va effectivement compliquer la lisibilité, la cohérence des réponses à l'échelle d'un territoire. Et ça va poser la question du pilotage et de la coordination, des formes de partenariat et également des interventions et des accompagnements à travers les actions. Et là où ça se complique, en fait, et notamment pour les élus de collectivité, quelle que soit la strate, c'est qu'en fait, quand vous parlez avec un élu jeunesse, il vous expliquera que finalement, sa délégation, elle est très, très compliquée parce que finalement, les éléments constitutifs d'une politique de jeunesse, en réalité, sont éparpillés aux quatre coins de l'échiquier politique. Un élu jeunesse, qu'il soit d'une région, d'un département ou d'une Comcom, peu importe, lorsqu'il veut produire sa politique de jeunesse, il s'aperçoit que les principaux leviers ne sont pas forcément entre ses mains, mais donc il doit négocier avec ses collègues élus en charge des transports, du développement économique, de la prévention, de la santé, du logement, etc., pour essayer de construire ensemble un projet. Et une fois qu'on a dit ça, là où ça va encore plus se compliquer, c'est qu'il y a des compétences différentes d'une collectivité à une autre et qu'il y a finalement des articulations à trouver entre toutes les strates des collectivités, entre les intercos qui ont le développement économique et la mobilité, entre le département qui ont l'action sociale, la région, la formation, l'enseignement supérieur, et puis ensuite il y a une articulation trouvée également avec les politiques de l'État et de la CAF. Donc en fait, une politique de jeunesse, c'est extrêmement complexe. Et donc, effectivement, ça pose la question toujours de qui est légitime à en assurer le chef de fila. Donc, depuis la loi NOTRe de 2015, c'est censé être les régions, mais elles sont trop importantes et trop distantes des territoires pour pouvoir animer des politiques en proximité. Donc, ça pose la question véritablement de l'articulation de l'ensemble autour d'un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui va avoir pour objectif d'accorder et de faire jouer les instruments de tout le monde dans quelque chose d'à peu près cohérent. Donc voilà. Alors, il y a aussi dans les politiques de jeunesse un certain nombre d'invariants. Ce qui complique encore la tâche, c'est que généralement, ce sont des politiques fortement déléguées qui s'adressent à une population qui connaît des réalités diverses. Souvent, elles sont optionnelles. Si une communauté de communes refuse de prendre la compétence jeunesse ou ne l'a pas prise, c'était le cas des Palmiers, je crois, ce matin, l'État ne va pas le lui imposer. Et elles sont dispersées, diluées, ce que je vous disais. Donc, les conséquences, c'est quoi? Donc, des politiques fortement déléguées, c'est qu'elles sont éminemment partenariales, populations diverses, donc des politiques multithématiques, optionnelles, donc souvent en déficit de légitimité. On se demande qui porte et qui fait quoi. Donc, je vous parlais de l'ambition politique dispersée. Donc, encore une fois, donc là, c'est pour résumer, ventilée dans différents services. Donc, les implications, qu'est-ce que ça implique? Vous l'avez tous dit ce matin, de mettre en place une stratégie partenariale, piloter en coordination, porter une politique volontariste et adosser et intégrer à une ambition politique plus vaste.
Et puis, une fois qu'on a dit ça, il y a la question de la place des jeunes. On en a parlé ce matin. Il y a eu deux témoignages d'expériences intéressantes tout à l'heure aussi sur Agir, sur le dialogue structuré. Mais il y a la question de la participation des jeunes à la co-construction des politiques qui les concernent. Et beaucoup trop souvent, et c'est le cas dans très large majorité des cas, au fond, on pense des politiques de jeunesse pour les jeunes. Vous savez, on est encore sur l'entrée pour les jeunes, on n'est pas avec les jeunes et encore moins par les jeunes. Donc ça, c'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, il y a un enjeu de plus en plus fort et une conscientisation quand même qui grandit ces dernières années, je l'observe, constate, c'est de vouloir associer les jeunes à la construction de politiques publiques qui les concernent. Alors pourquoi? Alors vous savez, souvent quand j'interviens, les gens me disent ben, pourquoi cette injonction à vouloir faire participer les jeunes en permanence? On exige des jeunes ce qu'on n'exige pas des autres populations, on ne demande pas finalement aux adultes ou à d'autres de participer. Alors pourquoi? Il y a au moins 4 arguments qui plaident en faveur de cela. D'abord, le premier, je vais aller très vite parce que c'était l'objet de la première partie de mon intervention, du modèle d'identification, modèle de l'expérimentation, construire son autonomie. Faire participer les jeunes, c'est les amener à développer des compétences et donc finalement expérimenter et donc développer leur autonomie. La préparation, prise de responsabilité future. Alors, je ne sais plus qui disait tout à l'heure que effectivement la jeunesse d'aujourd'hui c'est la société de demain et les responsables de demain, mais en même temps ils sont aussi citoyens. Là, je vous cite Patricia Long, il disait parmi les différentes catégories de population, la jeunesse est celle sur laquelle pèsent le plus fortement à la fois les obligations de citoyenneté et la nécessité de renouvellement de la société nationale. C'est-à-dire que l'engagement de la jeunesse invente ou préfigure la société de demain. Et donc, c'est important déjà de l'éduquer à la citoyenneté et ça commence par tout simplement amener les jeunes à prendre part à la construction des politiques de jeunesse et des politiques publiques. Et ce qui est intéressant d'ailleurs quand on fait l'exercice, moi pour tous les territoires que j'accompagne, les enquêtes qu'on peut mener avec les jeunes, c'est qu'on s'aperçoit, et souvent ça surprend les acteurs, que quand on fait participer les jeunes ne vous parlent pas de jeunesse forcément. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils sont citoyens du territoire. Et donc, ils vont vous parler mobilité, ils vont vous parler solidarité, ils vont parler écologie. Et donc, ils vont aborder finalement à leur façon des sujets qui dépassent ce qu'on pourrait penser être leurs préoccupations premières et leurs besoins premiers et primaires. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Troisième argument, face à la crise des institutions et des politiques publiques en direction des jeunes, notamment dans certains territoires, il y a une incitation à l'empowerment et au pouvoir d'agir. C'est-à-dire que finalement, on se dit qu'il y a une crise des institutions quand même auprès des jeunes, peu de confiance des jeunes envers les institutions, que les politiques publiques sont trop descendantes, qu'il y a un taux de non-recours, ça a été dit dans les interventions, extrêmement élevé. On a le sentiment qu'on met beaucoup d'énergie, on s'épuise à construire des projets, des actions, etc. Mais vous savez, c'est comme les artistes, un artiste qui produit un disque, vous savez, qui ne marche pas, on dit qu'il ne rencontre pas son public. Et donc, dans beaucoup de cas, on a des dispositifs ou des actions qu'on imagine et qu'on croit être pertinents, mais qui ne rencontrent pas leur public. Donc, à un moment donné, quand on voit que c'est limité, qu'il y a une crise des institutions, que ce qu'on produit est fait par des adultes qui sont codifiés, etc., etc., eh bien, on se dit que finalement, la meilleure façon de ne pas se planter et de construire une offre qui soit à peu près pertinente, conforme au regard des besoins et des attentes des jeunes, c'est de les mettre dans le bain dès le début et de les amener à la co-construire. Et donc, pour ça, c'est développer leur pouvoir d'agir. Alors, il y a encore quelques années, je m'arrêtais à ces 3 arguments-là. Et puis, depuis quelques années, notamment depuis les attentats qu'a connu le pays, tragiques attentats, il y a un autre argument qui a émergé et qui est au cœur aussi des politiques publiques, c'est la logique de cohésion sociale, le besoin de cohésion sociale, de faire communauté et donc de faire vivre les valeurs de la République, parce qu'on s'est aperçu qu'auprès d'une partie de la jeunesse désœuvrée, désaffiliée, il ne suffit pas de lever les bras en l'air et de crier République, regardez la République comme elle est belle, valeur de la République, valeur de la République, pour que les jeunes les intègrent et les mettent en pratique
automatiquement. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Auprès d'une partie de la jeunesse, les valeurs de la République, au regard de leur situation, ne font plus sens, et surtout à l'ère de la mondialisation où vous avez des modèles de société, de valeurs, de religion, tout ce que vous voulez qui pénètrent dans les foyers par les réseaux sociaux, par le net, par le numérique, par tout ce que vous voulez. À un moment où justement la jeunesse n'est plus encadrée dans sa socialisation par des institutions qui contrôlent tout, mais où la jeunesse aujourd'hui va puiser ses propres modèles à droite, à gauche, et qu'on peut vivre en Ariège, mais se nourrir de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et on s'est aperçu que, eh bien, effectivement, il fallait faire vivre les valeurs de la République. Et comment les faire vivre? Eh bien, en travaillant à l'engagement des jeunes. Le service civique y contribue largement. Et des initiatives, en tout cas volontaristes, ont été entreprises par l'État pour faire en sorte que le service civique implique plus de jeunes, notamment la jeunesse désœuvrée. Et donc ça, c'est extrêmement important. Mais donc faire vivre les valeurs de la République, ça passe par l'engagement et la citoyenneté. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça n'est pas automatique. Alors, je vous disais ce matin en me présentant que je coordonnais l'évaluation, enfin l'équipe qui est en charge de l'évaluation nationale du programme d'investissement d'avenir. Alors, il y en a, votre territoire est sur un autre programme d'investissement d'avenir. Celui-ci, c'était le premier et le plus important sur les politiques de jeunesse, projet innovant en faveur des jeunes. Donc, 16 territoires qui expérimentent des approches globales et intégrées des politiques de jeunesse, donc en France, enfin, en métropole et en outre-mer. Et un des axes centraux du cahier des charges, c'était d'amener ces territoires-là à mettre la jeunesse au cœur, justement, des politiques publiques, et donc d'amener les jeunes à être co-constructeurs des politiques qui les concernent. Et donc, après quelques années, on voit que les habitudes ont la vie dure et qu'on est toujours dans le constat que les jeunes sont davantage bénéficiaires d'actions que co-constructeurs, même si ça progresse, même s'il faut le nuancer, bien évidemment, que les jeunes sont insuffisamment ou pas associés à la construction des actions, des programmes qui leur sont destinés, qui sont peu ou pas du tout mobilisés dans les instances de gouvernance. Quand ils le sont, généralement, ils souffrent toujours d'un déficit de légitimité face aux élus. Les élus, quand vous êtes dans une instance quelconque, vous êtes légitimé par votre mandat. Vous pouvez être bon ou pas bon, à partir du moment où vous avez été nommé par votre collectivité, vous avez la légitimité. Les professionnels sont légitimés par la nomination de leur structure. Et une structure, qu'elle soit associative ou autre, elle est généralement détentrice d'un mandat d'une institution quelconque pour la mise en œuvre d'une action, d'un projet. Donc, les professionnels sont légitimes, mais les jeunes, finalement, ne représentent qu'eux-mêmes, ne représentent que la jeunesse. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit, et ça, c'est toujours très intéressant, c'est la question de la parole des jeunes. Et je le disais tout à l'heure dans le fil, c'était au moment de la présentation du dialogue structuré, donc qui est vraiment une démarche très intéressante, pertinente, qu'il faut vraiment développer. Il y a un des participants qui posait une question très, très pertinente. Je voulais réagir d'ailleurs. C'est finalement, est-ce qu'on ne formate pas enfin, c'était en d'autres mots, mais ça revenait à ça. Est-ce que dans la parole des jeunes, on ne retient pas que ce qu'on a envie de retenir? Est-ce qu'on ne la lit pas par le prisme de notre regard d'adulte, de professionnel ou d'élu, et on n'apprend pas on ne la considère pas pour ce qu'elle est? Et très souvent, dans les scènes participatives, ce qu'on peut repérer, c'est qu'on aime bien les jeunes qui disent ce qu'on a envie d'entendre. On aime bien les jeunes qui vont dans le sens qui est le nôtre. Mais quand les jeunes sont un peu plus politisés et qui commencent à mettre le doigt sur des choses qui nous dérangent ou pointer des choses qui nous plaisent pas trop, eh bien, très souvent, on a tendance à vouloir les disqualifier ou à vouloir les discréditer. Et souvent, comment on le fait? En pointant le déficit de légitimité, parce que ça c'est très facile, mais ça vaut aussi, ça vaut pour les jeunes, mais comme tous les habitants, ça vaut aussi pour la participation des habitants. La meilleure façon de disqualifier ou de discréditer des individus dans une scène participative, c'est de dire, finalement, vous représentez qui? Vous ne représentez que vous-même, vous n'êtes pas représentatif de l'ensemble de la population, etc., etc. Mais ce qu'on retient surtout, c'est qu'on a du mal à prendre la parole des jeunes pour ce qu'elle est. Et finalement, on aime entendre ce qu'on a envie d'entendre, mais on a toujours du mal. Finalement, on appelle à la participation des jeunes, mais quand ils jouent vraiment le jeu et qui se mettent à dire des choses pas très plaisantes qu'on n'a pas envie d'entendre,
il y a cette volonté de les discréditer. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la participation des jeunes, il faut prendre en compte une dimension qui est extrêmement importante, c'est qu'elle passe par le conflit, conflit de génération, conflit des points de vue, conflit des approches, qu'il y a de la tension et que ça frotte, et qu'à un moment donné, quand on se lance dans une scène participative avec les jeunes, si on n'est pas préparé à assumer une part de conflit, structurant et positif, hein, quand je parle de conflit, je ne parle pas de se mettre sur la gueule, hein. Je parle vraiment de conflit structurant et positif où les points de vue s'affrontent, où les valeurs s'affrontent. Bien, on ne peut pas avancer, en tout cas pas avec la jeunesse. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, pour cela, il y a des dispositifs, là encore intéressants, qui partent d'en bas. Et finalement, quand je dis qui partent d'en bas, c'est-à-dire qui proposent véritablement des dynamiques ascendantes. Et vous les avez cités, donc ils ont été présentés dans les témoignages d'expérience, donc je ne vais pas les développer. Mais les assemblées libres des jeunes, c'est formidable. Les parlements libres des jeunes, dialogue structuré. Enfin bon, tout ce qui permet de travailler à l'émergence d'une expression de la jeunesse en vue de son implication est toujours bienvenue. Et puis aussi, ce qui est important aussi de prendre en compte dans la participation des jeunes, c'est cette nécessité de sanctuariser des espaces. Alors, j'ai employé un terme qui fait polémique en ce moment, mais en tout cas pour les jeunes, il faut l'assumer. Premier espace dans un premier temps de non-mixité. C'est-à-dire où les jeunes peuvent travailler entre eux, c'est le cas des assemblées libres des jeunes, peuvent travailler, s'exprimer, échanger entre jeunes sans l'influence des adultes. Parce que très souvent, quand vous mettez jeunes, professionnels et élus autour de la table, c'est différemment codé. Mais les jeunes n'ont pas le même niveau et la même approche que les professionnels ou les élus. Et très souvent, ils se couchent devant la parole jargonnante et technicisée des professionnels et des élus. C'est-à-dire que finalement, la participation des jeunes, elle passe par la sanctuarisation d'espaces où ils peuvent d'abord échanger entre eux, où ils peuvent se préparer, être formés à la citoyenneté avant d'attaquer, de rentrer dans le dur d'une instance de gouvernance ou d'une participation à quelque chose de plus ambitieux. Donc, ça pose des questionnements quand même sur comment opérer un changement de statut de jeunes bénéficiaires d'action à acteurs d'un programme ou d'une politique, comment on formalise des instances de copilotage avec eux, comment les associer à la co-construction. Et donc, voilà. Et quels espaces pourraient développer pour les jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes construire, développer et mettre en œuvre leurs propres actions. Et je termine par un schéma. Alors, c'est pareil, on va le publier, celui-ci, dans l'année. En fait, dans la manière, là encore, d'appréhender la participation des jeunes et la manière dont les jeunes vivent la participation, ça nous a permis, dans les travaux qu'on a fait, de dégager le schéma suivant. D'abord, au niveau de la jeunesse, il y a des mobilisations qui sont individuelles et des mobilisations qui sont collectives. Comme je vous le disais, dans les projets de jeunes ou dans les mobilisations, il y a des jeunes qui le font individuellement et d'autres qui le font au titre de collectif. Il y a comment dirais-je, dans l'axe vertical, en termes d'intérêt, il y a un intérêt supérieur qui est un intérêt général, la cité avec un C majuscule. Donc, l'intérêt général est supérieur pour lequel des jeunes peuvent s'impliquer. Et puis, il y a un intérêt particulier, donc individuel ou collectif, mais des projets ou des intentions qui sont centrées sur nous-mêmes. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la nuance. L'intérêt général, l'intérêt particulier. Et donc, en ayant fait ce travail, là encore, ça nous a permis de dégager une grille qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est néanmoins intéressante pour lire un peu la citoyenneté, la participation des jeunes. Donc, hop, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai encore un problème de blocage. Voilà. On a une approche qui est la citoyenneté réparatrice, où là, on accompagne sur le plan individuel, dans des cas particuliers, des jeunes qui ont des difficultés d'affiliation sociale, où là, la participation, elle va être conçue, ou en tout cas, oui, c'est ça, conçue à des fins d'affiliation sociale, où des projets ou des choses vont être mises en place en prétexte à travailler sur un parcours d'insertion des jeunes. Donc, voilà. On a une citoyenneté qui est
qui est une citoyenneté cohésion sociale, où là, on est dans la responsabilisation des jeunes dans la conduite d'une action qui va modifier leur quotidien. Donc, on est bien sur du collectif et encore du particulier. Hein. Et ensuite, on monte en politisation, mais sur une citoyenneté politique, on peut retrouver, là où on est sur des jeunes qui vont interpeller, on est sur des logiques de transformation sociale, des intérêts générationnels et donc de la conflictualité, où là, on est sur l'intérêt supérieur. Les implications, en tout cas, ou les engagements des jeunes en faveur du climat, on est bien sur une cause d'intérêt général qui dépasse le cadre particulier, par exemple. Donc voilà, donc on a une citoyenneté qui est aussi politique, et donc des jeunes qui s'inscrivent là-dedans, et puis son pendant à l'échelle individuelle existe aussi, ce sont une citoyenneté que nous on a qualifiée d'humanitaire, voilà, où on a des jeunes effectivement philanthropes, isolés, en agents éthiques. Donc, ce sont par exemple des jeunes qui vont, au travers de leur participation, faire des services volontaires européens, mais en solo, où ils vont rejoindre une cause ou défendre une cause, ou en tout cas travailler, mais en tout cas se mobiliser à l'échelle individuelle, quoi, en étant animé par une cause. Donc voilà, donc si j'avais un peu de temps, je vous aurais développé euh, d'autres diapositives où je vous aurais montré finalement les dispositifs qui renforcent ou qui déclinent, on va dire, ces types de citoyenneté, quoi. Mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Voilà, je m'arrête là sur l'approche globale et intégrée des politiques de jeunesse.